Nous sommes samedi 21 décembre. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI1. La première dame, Dominique Ouattara, a procédé hier soir au plateau à la mise sous tension d'Abidjan Ville-Lumière. Un spectacle d'illumination par guirlande des rues et des grandes artères du district d'Abidjan. C'est l'attraction majeure des fêtes de fin d'année initiée par le district depuis 2011. On en parle dès le début de cette édition. La cérémonie de distribution de carnets de santé de la mère et de l'enfant, du guide et des bonnes pratiques pour les sages-femmes et d'un appareil de sonorisation aux acteurs de la santé s'est tenue récemment dans la commune du Plateau, un événement initié par le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF, dont l'objectif est l'amélioration de la qualité des soins. En pleine guerre, Moscou et Kiev continuent de négocier des échanges de prisonniers, mais aussi la restitution de corps de soldats tués. Le quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre a annoncé hier, vendredi 20 décembre, que les corps de 503 soldats ukrainiens tués au combat avaient été restitués. Abidjan, Ville-Lumière, édition 2024, c'est parti. Comme chaque année, la première dame de Côte d'Ivoire a procédé hier soir à la mise sous tension. La métropole s'illumine donc pour le plaisir des yeux en cette période de fête de fin d'année, une initiative du district d'Abidjan. Innovation cette année, pour le bonheur de tous, ce joli spectacle va s'étendre au chef-lieu des régions et districts de Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Il est 18h50 ce vendredi 20 décembre 2024 quand la première dame Dominique Ouattara enclenche ce qui annonce les fêtes de fin d'année dans le district d'Abidjan. Guirlandes géantes lumineuses aux alentours des rues, des artères principales et même sur les gratte-ciels du plateau, tout ceci sous un déluge de feux d'artifice. C'est ainsi parti pour Abidjan Ville-Lumière, une attraction illuminée des fêtes de fin d'année que s'emploie à organiser le district autonome d'Abidjan depuis 2011. Cette année, Abidjan Ville-Lumière, dont la première dame Dominique Ouattara est la marraine attitrée, connaît une innovation majeure. Ce spectacle de lumière va s'étendre au chef-lieu de district autonome et des 31 régions du pays, une volonté du chef de l'État. L'extension des festivités de fin d'année aux autres capitales régionales de notre pays, cette année donc, s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de traduire en actes le vivre ensemble pour permettre à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, de passer de bonnes et agréables fêtes de fin d'année. Éclairer les grandes artères de nos villes et communes, une façon d'illuminer le cœur de nos populations de joie et offrir des vivres et non-vivres aux personnes démunies constitue, à n'en point douter, des actes de solidarité d'une très haute importance. Abidjan Ville-Lumière se rebaptise ainsi Côte d'Ivoire Pays Lumière, un concept en lien avec le thème choisi cette année, la Côte d'Ivoire unie et triomphante. Ce soir, alors que nous admirons les lumières scintillantes qui ornent notre capitale, nous ne célébrerons pas seulement les festivités de fin d'année. Nous célébrons aussi l'unité, la paix et la joie de vivre qui prévalent dans notre beau pays. Le thème choisi pour cette année, il illustre bien la Côte d'Ivoire unie et triomphante. Chaque lumière qui brille dans le ciel d'Abidjan représente la force collective de notre nation, les rêves de chacun d'entre nous qui se réalisent, mais aussi l'engagement de tous ceux qui œuvrent chaque jour à faire de la Côte d'Ivoire une terre de progrès et d'épanouissement pour tous. Le 31 décembre prochain, il sera procédé au traditionnel feu d'artifice sur les bords de la lagune ébriée. Ce moment, tant attendu par de nombreuses personnes, nous fera rentrer dans l'année nouvelle les yeux pleins de féerie. Je souhaite que chacun profite pleinement de ce beau moment et que l'année à venir soit aussi belle que la précédente.
Chaque édition d'Abidjan Ville Lumière rime avec solidarité. La première dame Dominique Ouattara a ainsi remis des vivres aux familles défavorisées, un geste qui va s'étendre aux autres communes du district d'Abidjan. Un reportage de Mahama Traoré, Lamine Dramé et Adama Sangaré. Souvenez-vous, un grand gisement aurifère de classe mondiale a été découvert récemment dans une zone entre Kani et Dianra, respectivement dans les régions du Béré et du Worodougou. Son exploitation va démarrer. La première pierre de la mine a été posée cette semaine par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Eugène Atoubé en était témoin. Un grand moment de bonheur pour les populations des régions du Worodougou et du Béré, à l'idée que sur leur sol se trouve le grand gisement d'or de la Côte d'Ivoire. Pour ces deux régions, de belles perspectives qui se profilent à l'horizon en termes de progrès et de développement. Nous prions que chaque magnum nous apporte vraiment un bon développement dans le Béré, dans le Worodougou, dans toute la région. C'est la première usine que les gars vont construire sur nos terres. Donc on devait profiter pour aider ces opérateurs-là à conduire la société à construire l'usine pour que demain, toute la région puisse en bénéficier. La mobilisation des populations et l'aréopage de personnalités étaient à la mesure de l'événement et des importants enjeux que rêvait l'ouverture de la mine d'or Koné. À la cérémonie de pose de la première pierre, le directeur général de l'entreprise promotrice a indiqué que cette mine qui sera construite entre les villages de Fadiadougou et Batogo est de classe mondiale. Martino de Xichio a rassuré sur l'impact positif de ce projet sur la vie des populations. L'ambition et la vision du président de la République qui consiste à faire du secteur minier un des piliers dans la transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire ont permis de créer des conditions particulièrement attirantes pour des grands investisseurs et les leaders du secteur minier. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, sur des accents de fierté, a rappelé aux populations les engagements du président de la République, Alassane Ouattara, pour donner des réponses aux préoccupations et besoins des populations de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mamadou Sangafowa Koulibaly a exhorté le comité de développement local minier à la collaboration et œuvré pour la réalisation de projets en cohérence avec leurs besoins propres. En plus de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, que ce comité puisse soutenir l'agriculture ici dans la région de Béré. La mine pour laquelle je suis ici, au nom du président de la République, est 2 fois plus grande que celle de Tongo. Et cela me donne l'opportunité, au nom du président de la République, de leur dire de faire de cette mine une mine modèle dans le pays, une mine modèle dans la sous-région et une mine modèle en Afrique. La mine d'or Koné est à ce jour le plus grand projet minier ivoirien lancé. Il représente un investissement de 489 milliards de francs CFA pour une production annuelle de 7 tonnes d'or. Les responsables de cette mine tablent sur 2027 pour son entrée en production. Assurément de futurs emplois dans le secteur minier, mais pas que. D'autres secteurs sont bien entendu concernés par l'emploi jeune. Par exemple, une convention qui vise à former 200 000 jeunes Ivoiriens dans le domaine de la sécurité informatique. Convention signée cette semaine entre l'entreprise américaine Cisco et le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Les précisions de Julien Gogo et Khalil Diomandé. 200 000 jeunes, bientôt formés à la sécurité informatique par l'entreprise américaine Cisco. C'est l'objet de cette convention qu'elle signe avec le ministère ivoirien de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle. Un accord important entre cette structure et le ministère de la Promotion de la Jeunesse. L'idée, c'est d'offrir des opportunités donc de formation à des jeunes dans le domaine digital. En réalité, l'objectif, c'est d'atteindre près de 200 000 jeunes à terme, avec près de 40 000 jeunes qui seront formés donc par an. Donc je me réjouis donc de la signature donc de cette convention. Et ce que j'ai rappelé, c'est que cela est en parfaite cohérence avec donc les priorités du gouvernement ivoirien qui veut offrir des opportunités de formation à des jeunes à l'effet de les aider pour une insertion professionnelle durable.
Cette formation initiée par ce leader mondial américain de la sécurité informatique s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale. L'initiative est soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Une promesse pour l'investissement dans l'avenir de la Côte d'Ivoire parce que c'est un investissement dans les jeunes Ivoiriens et pour l'avenir et pour accompagner la Côte d'Ivoire dans l'avenir. La société Cisco gère 85% du réseau mondial d'Internet. Ces certificats sont recommandés auprès des structures de renom. Nous sommes le 21 décembre, les fêtes de fin d'année s'annoncent, elles approchent à grands pas. Mais pour en jouir, il est clair qu'il faut être en bonne santé. D'où cette action du ministère de la Santé et de l'UNICEF qui ont procédé cette semaine dans la commune du Plateau à une campagne de distribution de carnets de santé de la mère et de l'enfant, du guide, des bonnes pratiques pour les sages-femmes et d'un appareil de sonorisation aux acteurs de la santé. Yves Niazalé, Godefroy Okambawa et Jamasso ont pu y assister pour nous. Plus d'1 million de carnets de santé de la mère et de l'enfant remis aux acteurs de la santé. À cela s'ajoutent 50 000 exemplaires du guide des bonnes pratiques pour les sages-femmes et un appareil de sonorisation pour les campagnes de sensibilisation sur le terrain. L'initiative est du ministère de la Santé et son partenaire, l'UNICEF. Elle s'inscrit dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire avec des données fiables et une cartographie des actes de santé. Ce carnet contient entre autres le nouveau calendrier vaccinal du PEV, incluant le vaccin contre le paludisme et la courbe de suivi de la croissance de l'enfant pour la détection rapide des cas de malnutrition chronique. Le lot comprend également 50 000 exemplaires du guide du paquet minimum d'intervention de bonnes pratiques des sages-femmes d'une valeur de 60 311 238 francs CFA. Enfin, un dispositif complet de sonorisation et l'arche gonflable pour renforcer la communication concernant la vaccination des enfants d'un coût de 8 670 000 francs CFA. La santé pour tous et l'amélioration de la qualité des soins. Un engagement du gouvernement auquel le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle attache du prix. Je tiens donc à exprimer la reconnaissance de mon département ministériel et celle de l'ensemble du gouvernement à l'UNICEF pour son appui constant et pour sa contribution significative au renforcement de notre système sanitaire. Par ces appuis, nous avons donc pu renforcer par la formation les compétences de nos acteurs, tout en offrant donc aux mères et aux enfants les meilleures chances pour une grossesse et une naissance en toute sécurité. Ce projet bénéficie du soutien financier de l'USAID et du gouvernement du Canada. Un investissement à hauteur de 619 millions de francs CFA. Parlons toujours santé, on en vient à cette rencontre sur l'implémentation des hubs régionaux ECO, une rencontre organisée à Djamé par l'INSP, l'Institut national de santé publique, un projet déployé dont les résultats permettront certainement de renforcer la qualité des soins dans les établissements de santé en Côte d'Ivoire. Les précisions de Naomi Mokla, Jean-Marc Djadji, Jérôme Begré et Apollinaire Zier. En 2023, 15 programmes ECO ont été lancés, 48 cas cliniques présentés et 550 professionnels formés. C'est le bilan dressé par l'Institut national de la santé publique sur son projet d'implémentation des hubs régionaux ECO. Un bilan jugé satisfaisant selon le directeur général de l'INSP. L'activité que nous avons organisée aujourd'hui est un atelier pour faire le point des activités de formation qui ont eu lieu dans les hubs régionaux du projet ECO en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une diversité de thématiques au niveau des sessions en fonction des besoins spécifiques des prestataires de santé pour le développement de ce projet au niveau national. Le programme des hubs régionaux ECO vise à améliorer la qualité des soins prodigués et à renforcer les compétences du personnel soignant. Ce projet qui a été basé à l'Institut national de la santé publique est un projet qui rayonne au niveau de l'Afrique francophone et de la zone francophone, qui permet aussi d'accompagner différents acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avoir tous les acteurs de la santé au même instant et même endroit. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir communiquer pour le bien-être des Ivoiriens. 15 certificats d'excellence, de félicitations et d'encouragement ont été remis aux gestionnaires des CHR et CHU pour leur implication dans ce projet.
Le district autonome de la vallée du Bandama a ses journées de promotion et de valorisation de l'artisanat et des arts. Une première édition qui a démarré en présence du ministre du Commerce et de l'Artisanat et de 2 ministres gouverneurs. Des journées pour faire donc du district autonome de la vallée du Bandama une destination privilégiée en matière d'industrie, d'artisanat et du tourisme d'art. Corona Soro, RTI Bouaké. La cour de la préfecture des régions du Bouaké transformée en parc d'exposition d'objets d'art et des œuvres artisanales. Nous sommes à la première édition des journées de l'artisanat et des arts du district autonome de la vallée du Bandama, JAVAB. Une tribune pour montrer le génie créatif des artisans des régions du Hambol et du Béké. Ces journées visent donc à renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des artisans, à développer, à valoriser et à promouvoir l'artisanat des régions de Béké et du Hambol. Il nous est apparu important de faire du tourisme et de l'artisanat des piliers du développement de notre économie et de transformer à terme notre district en un hub touristique et artisanal. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs salue ces journées qui valorisent l'artisanat local. C'est la meilleure façon de pouvoir appliquer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est celle de faire en sorte que les gens puissent vivre de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent et bien entendu promouvoir la transformation de nos produits. Exposants et visiteurs sont heureux de participer à ces journées. La farine de maïs, la farine de patate, la farine même d'igname, la farine de manioc, tout ça peut être utilisé pour faire le pain. Mais quand on ne fait pas leur promotion, on ne peut pas les connaître, on ne peut pas savoir tout le potentiel dont ils disposent. Visiter le pays avec ma famille, les artisans locaux, pour regarder qu'est-ce qu'ils font. Le patron de la cérémonie, le ministre du Commerce, s'est réjoui de la tenue des JAVAB. Occasion pour Souleymane Dirassouba d'énumérer quelques initiatives gouvernementales pour la promotion de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Nous avons engagé une initiative d'enrôlement et d'identification des entrepreneurs artisans en vue d'offrir à terme des solutions ciblées et personnalisées d'assistance et de renforcement de capacités des artisans, de construction de marchés artisanaux de proximité dans les 109 départements de la Côte d'Ivoire. Faisons de l'artisanat un pilier essentiel de notre économie et un vecteur de notre fierté nationale. Les journées de l'artisanat et des arts du district autonome de la vallée du Bandama sont meublées de panels, d'ateliers et d'expositions de créations des artistes locaux. Un travail donc de nos reporters Corona Soro, notre reporter Corona Soro de RTI Bouaké. Le ministère de la Communication vient d'exprimer toute sa reconnaissance aux personnalités et travailleurs du monde de la communication. Cela à travers une cérémonie de distinction que vous voyez là en image, une cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la communication. Une cinquantaine d'acteurs de la communication donc ont été distingués pour la qualité de leur travail. Le témoignage de Souleymane Doni Songo à suivre prochainement dans nos éditions à venir. Et justement, la Corporation des reporters photographes s'est réunie cette semaine ici à Abidjan pour faire le bilan de ses activités et revaloriser le secteur dans lequel ils évoluent. Ils étaient face à la presse dans la commune de Yopougon, dans la partie nord d'Abidjan. On retrouve Naomi Mokla et Jean-Marc Djedji. Les reporters, photographes et caméramens professionnels, tous hommes de médias, veulent restaurer et moderniser le secteur de la photographie. À travers cette rencontre, ils valorisent leur profession. Le prix des photos change en Côte d'Ivoire désormais. En Côte d'Ivoire, pour être photographe désormais, il faut avoir ton registre de métier et ta carte de chambre de métier avec la carte de ton association à jour. Il n'y a plus de photos 500 francs en Côte d'Ivoire désormais. Maintenant, c'est 700. Donc nous avons toutes les autorités de Côte d'Ivoire de nous aider à ce que la photographie nous revienne de plein droit. Cette rencontre fait suite à la signature d'une convention tripartite entre le réseau des reporters photographes, les caméramens professionnels et assimilés de Côte d'Ivoire et l'association des propriétaires de laboratoires photo de Côte d'Ivoire.
Le CIMASI, c'est le syndicat des moniteurs des auto-écoles de Côte d'Ivoire, des moniteurs qui viennent d'organiser le tout premier atelier de réflexion sur leur profil de carrière. Un atelier d'importance qui a réuni à Yamoussoukro le représentant du ministère des Transports, les moniteurs des auto-écoles eux-mêmes, les élus locaux et les autorités administratives. Kader Sogodogo était aussi sur place pour le reportage. Un atelier de réflexion pour mettre en lumière le rôle essentiel que joue le moniteur au sein des auto-écoles, afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à cette profession. Les moniteurs jouent un grand rôle dans le processus de formation des futurs conducteurs. Et pour cela, le ministre exhorte tous les acteurs du secteur à plus de prudence, à plus de responsabilité dans les métiers, afin que nous assistons, si possible, zéro accident. Le représentant de la tutelle et le directeur général du haut patronat du Conseil des entreprises de transport routier invitent le moniteur à œuvrer pour un secteur des transports moderne et dynamique. Avec le CAPP, il y a des débouchés que nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait un profil de carrière. C'est là que nous avons fait appel aux experts et ils vont venir nous enseigner dessus. Et à partir de là, maintenant, le moniteur d'auto-école, au lieu de se focaliser sur le permis de conduire seulement, peut aussi postuler à certains postes. Nous nous réjouissons du fait que ceux qui transmettent ce savoir, qui forment les chauffeurs à la base, qui sont les moniteurs d'auto-école, se réunissent pour mettre de l'ordre dans leur rang, en mettant en place leur cadre fédérateur de concertation, toute chose qui va aboutir très certainement à une formation beaucoup plus efficace de nos conducteurs routiers. À ce jour, le syndicat des moniteurs d'auto-école de Côte d'Ivoire compte plus de 400 membres actifs. Le syndicat invite les autres moniteurs à rejoindre ses rangs pour renforcer la voix et l'impact du syndicat. Cet atelier a permis de poser les bases d'un dialogue constructif sur l'avenir des moniteurs d'auto-école en Côte d'Ivoire. Et parlant de route du côté de Wanino, pour le bonheur des populations, il y a un tronçon dont le reprofilage tenait à cœur. C'est l'axe Gola-Monzona. C'est désormais chose faite. Leur vœu a été réalisé cette semaine par le mouvement Agir pour servir le Bafing. Siaka Kone s'est rendu sur place pour voir ces travaux. Fini la traversée pénible des villages de Gola et Monzana dans la sous-préfecture de Kona, village du Bafing. Cette voie reliant ces deux villages, distants de 3 km, vient d'être reprofilée. Un geste du mouvement social appartenant au cadre du Bafing, dénommé Agir pour servir le Bafing, qui vise à faciliter la circulation dans ces localités. Les parents vraiment dans cette zone souffrent des problèmes de voirie. Donc nous, en tant que fils de cette localité, nous avons décidé d'aider nos élus. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé au sein d'un mouvement appelé Mouvement Agir pour servir le Bafing, voilà, afin d'apporter notre contribution, voilà, à l'édifice. Et on va faire comme ça chaque année ou chaque 4 mois, on va passer dans la région pour faire des actions, des week-ends qu'on appelle le week-end citoyen. On va passer dans la région pour entretenir les voiries. Et nous, on est plus de la région, on veut aider nos élus. Cette initiative est un acte qui contribue fortement au développement de la région. Où on était là, on ne sait pas. La route était trop gâtée, on ne savait pas. Même si tu veux prendre la route là même, tu ne sais pas comment tu vas partir. Si on appelle l'ambulance, là même, tu ne peux pas venir. Si tu appelles, tu vas prendre un tricycle, tu te débrouiller un peu, arriver à Soula maintenant là. Quand l'ambulance là vient prendre là-bas, et puis il va. Quand ça nous en prend là, vraiment, on est trop contents aujourd'hui. Créé en 2024, Agir pour servir le Bafing entend mener d'autres actions, notamment la construction d'écoles primaires, de centres de santé et le reprofilage de voies, afin de participer ainsi au développement de la région du Bafing. Un reportage de Siaka Kone. ProAgriChains, c'est le projet durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement agricole. Dans le cadre de sa mise en œuvre, plusieurs centaines de producteurs de café, de cacao et d'EVA viennent de voir leur capacité renforcée sur les bonnes pratiques agricoles. Entièrement financé par l'Allemagne, ProAgriChains a permis aux producteurs d'améliorer leur rendement et de véritablement en tirer profit. En parallèle, Zopé, où nous attend notre correspondant Herman Yamia.
Les producteurs de café et de cacao et de VA formés aux bonnes pratiques agricoles. Dans le cadre du projet durabilité et valeur ajoutée, dans les chaînes d'approvisionnement agricole dénommées ProAgriChain, ils sont 8000 producteurs qui ont bénéficié de cette formation. Et il faut dire à ce stade à mi-parcours, les résultats sont assez satisfaisants. Plus de 4000 producteurs ont été formés sur la cacaoculture climato-intelligente. Les producteurs ont également été formés sur l'école d'entrepreneuriat agricole et aussi les questions de changement climatique ont été prises en compte. Le projet ProAgriChain est financé par la coopération allemande et mis en œuvre par la GIZ. Outre l'appui financier, la GIZ apporte aussi un appui technique à travers la formation des formateurs. Ce qu'on a eu comme résultat jusqu'à présent, c'est très positif et donc on veut se baser sur ces acquis-là pour aller encore mieux de l'avant pour le reste de la durée l'année prochaine. Les bénéficiaires de cette formation se disent satisfaits des enseignements reçus. Selon eux, cette formation a contribué énormément à améliorer leur méthode de travail. Ces formations ont porté les fruits. Ça fait qu'en termes de production, nous avons pu produire près de 6000 tonnes. Les questions d'approche de transformation du cacao ont été prises en compte dans ce projet. À terme, ce sont 15 000 producteurs et productrices qui seront formés sur les bonnes pratiques agricoles, l'entrepreneuriat agricole et bien d'autres formations. On va mettre le cap sur le Béquet où la direction régionale des eaux et forêts vient d'initier une opération de reboisement et de sensibilisation des populations à la protection des forêts sacrées. L'objectif affiché est la restitution du couvert végétal ivoirien. Notre reporter Corona Soro était à l'étape de Badaou-Kofikro dans la sous-préfecture de Djebonois. Reportage. Forêt sacrée de Kungusu, étendue d'arbres de 14 hectares, dans le village de Badaou-Kofikro, sous-préfecture de Djebonois dans la région du Béquet. Il y a quelques mois, cet endroit a essuyé les effets des feux de brousse. L'incendie a ravagé une partie de l'espace sacré. Le comité de lutte contre les feux de brousse du village et le chef du poste du commandement des eaux et forêts de Djebonois sont sur l'espace dévasté. Avec les villageois, l'année prochaine, nous allons nous atteler à faire la reconstruction, ça veut dire le reboisement. Et j'ai conseillé qu'on y mette des essences locales pour reconquérir l'espace qui a été ravagé. Soumis à la déforestation, ce lieu d'adoration a toujours joué un rôle important dans la conservation de la biosphère dans la localité. On avait une forêt de 3 km. Et quand il y a les nuages qui se positionnent sur cette forêt, on a 1000 chances qu'il pleuve. Les forêts sacrées ont un impact dans la lutte contre les effets du changement climatique. Leur protection et leur conservation se veulent une priorité pour l'État du Côte d'Ivoire. D'où le décret numéro 2020-424 du 29 avril 2020 définissant les modalités de protection des forêts sacrées. On a environ 200 forêts sacrées dans la région de Béquet. Les forêts sacrées sont plus faciles à gérer parce que d'emblée, personne n'y entre, sauf les initiés. Une protection de l'administration forestière dans le respect des droits, des us et coutumes des populations rurales. Il y a beaucoup de villages qui nous demandent de venir mesurer leurs parcelles en vue de la protection et de la reconstruction de ce couvert. Le village de Badaou-Kofikro compte 2 forêts sacrées, Djebo 1 hectare et Kungusu 14 hectares. Les villageois se réjouissent du soutien de l'État. Cependant, ces lieux sont confrontés à des difficultés liées au phénomène de transhumance des animaux et des feux de brousse. On demande à ce que l'État nous fournisse assez de plantes pour pouvoir reboiser ces 14 hectares-là. On a une pancarte, comme ça, quiconque ne peut pas se tromper pour rentrer dans cette forêt. La Côte d'Ivoire disposait de 16 millions d'hectares de forêt en 1960. Aujourd'hui, cette forêt ne couvre que 3,5 hectares, dont une grande partie des plantations. La nouvelle politique forestière adoptée en mai 2018 a pour objectif de porter la couverture forestière à au moins de 20% du territoire national à l'horizon 2030. Les forêts sacrées sont aussi un atout pour la restitution du couvert forestier ivoirien.
On y va à présent pour l'actualité internationale. Le Sénat américain a adopté ce samedi 21 décembre un texte budgétaire qui évite de justesse une paralysie de l'État fédéral juste avant Noël. L'adoption s'est faite peu après l'heure limite de minuit, mais le bureau de la Maison-Blanche chargé de décréter un état de shutdown ne l'a finalement pas fait en raison de l'imminence du vote au Sénat. En Ukraine, Kiev a annoncé hier avoir récupéré plus de 500 corps de soldats tombés au front lors d'un échange avec la Russie. Comme cela avait été le cas il y a quelques semaines. Ce sont donc de bonnes nouvelles juste avant Noël. La plupart de ces corps étant des soldats tombés dans la région de Donetsk. Après identification, leurs dépouilles seront remises à leurs familles. Autre annonce de Kiev, 1500 colis et lettres destinés aux prisonniers de guerre ont été remis à la Russie pour les captifs ukrainiens, sachant que ce droit avait jusqu'à présent été refusé aux prisonniers de guerre ukrainiens en territoire russe. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain pour le grand journal du dimanche.